Bonsoir à tous. Merci aux amis de Solia, amis fidèles, qui nous accueillent tous les ans presque. Et Robin qui a tourné autour, alors qu'il vient presque tous les ans ici. Bon, bref. Robin est psychologue clinicien. Oui. J'ai un défaut qui est que j'ai tendance à parler trop vite, à pas assez articuler, donc vous avez le droit de me jeter des pommes si vous voulez, s'il faut que je ralentisse ou que... Moi j'ai des popcorn. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, mais ça Au moins avant de les tester. L'année dernière, on a fait une conférence avec Claire qui était beaucoup trop longue, elle a duré 2h20. Du coup, cette année, j'ai essayé de me contenir à 45 minutes. Impeccable. Je veux chanter 3 fois, normalement, ça devrait durer 45 minutes à peu près, pas beaucoup plus. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions ou autres, parce que je vais aborder... J'ai essayé d'élaguer au maximum pour que ce soit aller à l'essentiel, mais j'aborde plusieurs notions, etc. Donc si jamais il y a un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me faire signe pour que je l'approfondisse éventuellement. Moi, une de mes passions, du coup, c'est la communication non violente. Je me suis formé à ça en 2018-2019. Et du coup, ça fait depuis une dizaine d'années que je suis passionné par comment fonctionne la violence et comment on peut la désamorcer. Et ça fait des années que j'entends des patients en tant que psy qui me racontent les violences qu'elles ont vécues, etc. Et du coup, il y a deux aspects à la violence. Il y a la violence qu'on voit et la violence qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que je voulais me concentrer aujourd'hui sur justement comment fonctionne la violence insidieuse, la violence de l'ombre, en fait, on va dire. Pour mieux l'identifier et mieux la désamorcer. Du coup, j'ai fait un plan qui est assez simple, normalement. D'abord, on va commencer par définir ce que c'est que la violence. Ensuite, on va identifier comment fonctionne la violence invisible à 3 échelles, à l'échelle du couple, à l'échelle des groupes et des institutions, ou des systèmes, on va dire. Et deuxième partie, on abordera qu'est-ce qui permet de désamorcer la violence, les valeurs qu'on peut incarner qui vont contribuer à désamorcer la violence, on va dire. Voilà. Alors, pour commencer, si on parle des violences visibles, les violences qui sont reconnues par l'État et condamnées par la justice, il y a 4 grandes catégories de violences. Est-ce que vous pourriez retrouver, c'est quoi les 4 formes de violences qui sont condamnées par la loi aujourd'hui en France? Les violences physiques, effectivement, c'est la première. Violences verbales et psychologiques, c'est la deuxième, effectivement. Les violences sexuelles. Et la quatrième, elle est souvent moins facile à trouver. Vous avez une idée? Harcèlement. Le harcèlement, on va dire que ça fait partie des violences psychologiques et morales, on va dire. C'est les violences économiques et administratives. Quand on contraint quelqu'un sur le plan économique, par exemple que l'argent reste sur le compte joint et nous on prend l'argent du compte joint, on le met sur notre livret A personnel, par exemple. Ou quand on a un bail à notre nom et l'autre ne peut pas vraiment partir, etc. Enfin, les contraintes de l'ordre économique et administratif, on va dire. Voilà. Ça, c'est des violences que l'État reconnaît comme des violences et qui va condamner parce que du coup c'est interdit, entre guillemets. Il y a des personnes qui grandissent dans un environnement, dans une famille parfois qui est elle-même violente, et du coup, ils grandissent avec des repères faussés sur ce que c'est que la violence, ce qui est normal et pas normal. Et du coup, quand on a des repères faussés sur ce que c'est que la violence, c'est souvent intéressant de commencer par redéfinir la violence avec des repères externes. Ça, c'est le violentomètre, c'est justement une sorte de grille d'évaluation pour évaluer dans un couple qu'est-ce que la société considère comme normal et comme violent, comme malsain. Et ça m'est arrivé plusieurs fois à des patients de donner cette grille et qui découvraient par exemple, que faire l'amour quand on n'a pas envie, c'est pas normal, en fait, c'est considéré comme une agression. Il y a des gens qui ont grandi dans un environnement, c'était normal, parce que, bah, voilà, c'était habituel dans le cadre où ils ont grandi, quoi. Et donc, parfois, voilà, ce type d'outil permet de pouvoir, merci, plus facilement remettre des repères qui sont bons pour nous, en fait, qui correspondent à nos besoins réels. Et du coup, le problème qui se pose avec les violences invisibles, c'est qu'elles n'ont pas de définition juridique. Juridiquement, ça n'existe pas, en fait, officiellement. Et donc le problème de la violence invisible, c'est qu'elle va échapper à la punition judiciaire, elle va échapper à la justice, ce qui fait que les gens qui commettent des violences invisibles, souvent, ils sont dans une forme d'impunité. Ils n'ont pas de sanction, puisque c'est difficile à démontrer, c'est une violence qui ne se voit pas. Elle peut ne pas se voir, elle peut être normalisée, banalisée, des gens qui considèrent que c'est normal, donc c'est pas violent, et parfois elle est même inconsciente. Par exemple, des gens qui vont maltraiter leurs enfants, mais au nom de leur éducation, au nom de leur croissance, ils vont dire bah, c'est pas de la violence, c'est de l'amour, et du coup c'est pas vraiment interdit, ça devrait pas l'être, par exemple. J'ai déjà eu une patiente comme ça qui m'expliquait qu'elle comprenait pas pourquoi les claques c'était pas bien, parce que pour elle justement c'était bon, enfin voilà. Sans forcément avoir conscience de la portée sur le système nerveux de l'enfant, etc. quoi. Et l'État, notamment, souvent on définit l'État en politique comme
celui qui a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que l'État, c'est celui qui a le droit d'être violent. Le problème, c'est que l'État, c'est un concept, mais en réalité, c'est des gens, en fait, l'État. L'État, c'est des fonctionnaires qui sont payés pour exercer une violence sur les citoyens, mais qui sont autorisés à le faire au nom de l'État, on va dire. Et ça nous amène à un concept... Je vais boire un peu parce que j'ai de la gouche sèche. Un concept qui est important à comprendre, c'est le concept de légitimité. La légitimité, c'est l'art de rendre la violence acceptable à travers un récit. On doit raconter une histoire qui fait que la violence n'est plus de la violence, ça devient quelque chose d'acceptable, quelque chose de normal, quelque chose de souhaitable en fait. Et la fonction de la légitimation de la violence, c'est justement de diminuer la culpabilité des auteurs de violence, de faire que la culpabilité devient nullifiée, quoi, on va dire. Si je prends des exemples, les violences policières pendant des gilets jaunes, enfin des CRS qui cassent la gueule à un gilet jaune, en fait, ils peuvent invoquer la légitime défense. Ils sont en train de se protéger d'une agression parce que le gilet jaune, peut-être qu'il les a insultés, et du coup, la violence des policiers qui vont éborgner des civils va devenir légitime. Elle devient acceptable, en fait. De la même façon, les violences éducatives ordinaires, voilà, c'est pour ton bien, donc j'ai le droit. Les violences des médecins aussi sur certains soignants, en obstétrique notamment, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui m'ont raconté comment ils ont vécu leur accouchement de façon très traumatisante, parce que justement, les soignants, au nom de la sécurité, au nom de l'urgence, se permettaient des comportements qui étaient très violents, parfois, et du coup, qui laissent des séquelles, parfois pendant des années, quoi. Mais vu que c'est pour ton bien, du coup, on considère que c'est pas vraiment de la violence, etc. Pareil avec un homme qui va agresser une femme sexuellement dans la rue, de dire « Ah, mais c'est pas vraiment une agression, elle portait une jupe, en fait, elle attendait que ça, et en fait, elle m'a incité quelque part. » Donc pareil, on va essayer de légitimer la violence pour faire passer ça par quelque chose de normal, quelque chose de souhaitable, en fait. Donc c'est un peu... c'est important d'être conscient du danger de la légitimation, on va dire, qui fait qu'on devient parfois aveugle à la violence. Et donc, vu que tout ça, ça crée des repères parfois un peu confusionnants sur ce que c'est la violence et ce que n'est pas la violence, moi je propose une définition qui est ma définition à moi, hein, ça n'engage que moi, mais que je trouve assez claire sur ce que c'est que la violence. Je considère que la violence, c'est à chaque fois qu'on va s'exprimer et agir en faisant comme si certains besoins n'existaient pas. Des besoins chez moi ou des besoins chez l'autre. Par exemple, si je voudrais que mon enfant apprenne à nager et qu'il est terrorisé par l'eau et qu'il n'a pas envie d'aller dans la piscine et que je le jette dans la piscine pour qu'il apprenne à nager, je suis en train de ne pas tenir compte de son besoin de sécurité. Donc je suis en train d'exercer une violence. Sans forcément que ce soit malveillant, mais le fait est que l'enfant, lui, le vit comme une violence en fait. De la même façon, si, je sais pas, moi, j'ai très très peur de passer un examen ou je sais pas quoi, et que du coup je fais comme si j'avais pas peur, et que je sacrifie mon émotion, que je ne l'écoute pas, que je me dissocie, etc., bah, je suis en train aussi de me faire violence. Typiquement, les TCC, les thérapies cognitives, il y a des manières de faire pour que ça fonctionne, et un concept important en thérapie cognitive, c'est l'exposition. Pour guérir d'une phobie, il va falloir s'exposer progressivement à ce qui nous fait peur pour désamorcer la peur. Mais pour que ça marche, il faut le faire avec de la bienveillance intérieure. Si on se force à le faire alors qu'on n'a pas envie et qu'on s'oblige à le faire alors qu'on n'a pas envie du tout d'y aller, ça va renforcer la phobie, ça marchera pas en fait. Parce qu'on est en train de se sacrifier, on n'écoute pas ses limites. Et donc ça sera contre-productif en fait. D'où l'intérêt de créer d'abord de la sécurité. Quand il y a de la violence dans la relation à l'autre, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va traiter l'autre comme un objet. On va pas prendre en compte l'altérité, on va l'objectifier en fait. On va faire comme si l'autre ne pouvait pas dire non. L'autre est un objet, et un objet ça dit pas non. Un objet c'est à disposition, on fait ce qu'on veut avec. Et du coup, là, quand on exerce une violence sur quelqu'un, souvent, c'est ça, c'est qu'on va pas prendre en compte les limites et la sensibilité de l'autre, on va faire comme s'il était à notre disposition, pour satisfaire notre désir, on va dire. Et parfois, on va se violenter et se faire objet pour l'autre. On va soi-même se traiter comme un objet. Ce qui est aussi une violence, mais envers soi, on va dire. Et donc, les relations violentes, ça aboutit à ce qu'on appelle les relations toxiques. Je suis pas fan du concept de relations toxiques et de personnes toxiques, parce que souvent, quand on considère quelqu'un de toxique, on va l'étiqueter là-dessus, et après on va le voir que dans ce qu'il a de toxique, et pas dans son humanité, ce qui risque d'être dangereux, parce qu'après, quand on étiquette quelqu'un toxique, c'est comme un connard, on risque de le violenter aussi, en fait, il risque d'y avoir des co-violences. Et donc c'est important d'être prudent avec cette étiquette de toxique. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans une relation qui dure dans le temps, où il y a de la violence, souvent ça implique d'un côté une personne, effectivement, qui est manipulatrice ou qui exerce une violence, mais ça implique aussi une personne vulnérable, une personne qui, elle, ne sait pas se protéger. Donc souvent, il y a une personne qui n'arrive pas à entendre le non, et une personne qui n'arrive pas à dire non, aussi. Ce qui fait une sorte de complémentarité dans les dysfonctionnements, qui fait qu'une violence peut se transférer de l'un à l'autre, une relation d'asymétrie peut se créer, une relation d'emprise, qui va justement faire des dégâts sur la victime sur le temps long, quoi. Et ce qui parfois empêche les victimes de partir de ce genre de relation toxique, c'est justement qu'elles ont l'impression d'être indispensables.
ils ont l'impression que l'autre n'est rien sans eux, et du coup ça génère un sentiment de toute puissance qui est, grâce à moi, voilà, j'ai un rôle important, je suis important parce que du coup il dépend de moi. Ce qui parfois nous empêche de se libérer de la relation, ou ce qui fait qu'il y a une emprise, on va dire. Et donc l'enjeu parfois pour les victimes, c'est d'apprendre à ne plus être l'objet de l'autre, mais à redevenir un sujet, c'est-à-dire à réfléchir à qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qui est bon pour elles, pas par rapport à l'autre, mais juste indépendamment pour elles au niveau existentiel, quoi. Apprendre à se penser comme un sujet, on va dire. Et j'en reviens, je développerai tout ça par la suite. Est-ce que, au niveau du rythme, ça va déjà, ou est-ce que je parle trop vite? Oui. D'accord. Faut que je ralentisse un petit peu le débit? Un tout petit peu. Ok. Je vais essayer de ralentir un peu. Est-ce que c'est clair déjà sur ce que c'est que la violence? Ok. Donc maintenant, on va approfondir sur ce que c'est que la violence invisible. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez sur cette image, déjà? Qu'est-ce que vous observez? Il y a un gars avec un couteau, c'est ça? C'est une image qui a été prise, qui a été... comment dire, Effectivement. Il est où le couteau, du coup? Au bord du champ. Là? hors du champ. Il est pas là? En fait. Ouais, mais l'image n'est pas la même. Oui. C'est tout le truc, c'est que là, il y a une caméra qui est en train de filmer la scène, mais la caméra, elle a un point de vue partiel de la situation, ce qui fait que si on se réfère uniquement au point de vue de la caméra, on a une interprétation de la situation qui est différente que sur le contexte global, où on voit d'autres informations qui ne sont pas sur l'image. Et cette image-là, elle me paraît assez représentative du problème de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est vachement important d'apprendre à faire la différence entre les faits et l'interprétation des faits. Parce que quand on interprète des faits, souvent, il va y avoir une coloration émotionnelle, ça va faire intervenir notre passé, nos blessures, nos traumas, et souvent, justement, on risque d'avoir des biais qui vont modifier notre perception. Et donc, c'est important de comprendre le contexte, de ne pas uniquement considérer un point de vue, un témoignage, comme une fin en soi, mais de remettre ce point de vue dans son contexte. C'est-à-dire qu'il y a d'autres points de vue, et c'est un peu comme les caméras. On a deux yeux, on n'en a pas qu'un seul. Parce que ça permet de voir en perspective. Quand on a deux yeux, on va pouvoir avoir différents angles, et du coup on voit plus de détails, on a une meilleure compréhension de la situation. Et de la même manière, quand il y a une situation de violence conjugale, souvent ça va être important, et c'est ce que vont faire les enquêtes, les flics, les juges, etc., c'est de considérer les points de vue des différentes parties impliquées, les points de vue des experts, etc., pour essayer autant que possible d'atteindre une forme d'objectivité. On n'atteint jamais vraiment, mais on essaye d'y tendre, parce que ça permet d'être moins biaisé, et surtout de ne pas être partie prenante de la situation, c'est-à-dire de ne pas considérer un seul point de vue et de nier l'autre point de vue qui peut-être est intéressant aussi pour comprendre le contexte, on va dire. Et un truc important aussi, c'est que souvent les harceleurs revendiquent être des victimes. Et parfois ils le font de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression d'être victimes d'une situation parce qu'ils souffrent. Mais c'est pas parce qu'un harceleur se revendique victime que du coup il n'y a que ça à comprendre et qu'il n'y a pas d'autres éléments à avoir en tête, notamment de la part de d'autres personnes, qui elles peut-être souffrent beaucoup aussi. Voilà. Ça va ? Ouais, très bien. Un truc important à comprendre aussi avec la justice, parce qu'on entend souvent que par exemple il n'y a que, je crois, genre 2 à 5% des personnes qui portent plainte pour viol qui aboutissent à une condamnation en cour d'assises, sachant que dans ceux qui portent plainte, c'est déjà qu'une petite partie de tous ceux qui subissent des agressions sexuelles, etc. C'est quand même, on a l'impression que le système est vraiment mal foutu, on va dire. Mais l'idée, c'est qu'il y a une logique à ça, c'est que la justice considère qu'on ne peut pas prendre le risque de condamner un innocent si on n'a pas suffisamment de preuves pour caractériser sa culpabilité. Et du coup, à chaque fois que des personnes se racontent qu'elles sont victimes mutuellement, ce qui est souvent le cas dans les violences conjugales, hein, les deux personnes vont s'accuser mutuellement d'être violents, c'est un schéma classique. Et souvent, s'il n'y a pas suffisamment de preuves pour caractériser des violences, s'il n'y a pas de SMS, d'aveu de l'auteur, etc., eh ben on se retrouve en parole contre parole. Et parole contre parole, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuves matérielles, et dans ces cas-là, la justice ne condamnera pas le présumé coupable, parce que justement, on ne peut pas prendre le risque de condamner un innocent sur la base d'une déclaration ou de témoignages qui ne sont pas démontrés par des faits matériels, on va dire. En France, En France. Oui. à précise. Oui. C'est très critiqué, mais bon. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de justice alternatifs qui se mettent en place par-ci par-là pour justement essayer de compenser l'impuissance du système finalement à être opérationnel pour accompagner les victimes de façon satisfaisante. Oui. Comme Alors il y a la justice restauratrice, la justice transformatrice. Je ne vais pas détailler là-dessus parce que ce ne serait pas le sujet, mais on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. C'est des systèmes de justice qui se font en dehors de l'État en fait. C'est plutôt de l'initiative individuelle, le milieu associatif,
qui va mettre en place des cadres pour favoriser une communication constructive entre victime et agresseur et pour permettre de donner un sentiment que justice a été rendue, en fait, de réparer ce qui a été blessé, autant que possible. C'est ce qu'a fait l'Église, non? L'Église, L'Église. c'est pas impossible, parce qu'il y a un truc très chrétien dans la justice restauratrice, au sens... Ils ont fait ça, tu sais, suite aux abus sexuels. Je pense qu'ils ont fait des choses comme ça. En dehors, enfin, pour des gens, c'était en dehors de la loi. Oui, il y avait c'est... une prescription. Enfin, Oui, la oui. durée En fait, de- l'idée, c'est comment on fait pour réparer les dégâts causés par l'auteur, en fait. Comment on Ouais. fait pour prendre soin d'une victime. Et la théorie du droit, c'est de dire qu'une victime a besoin d'être reconnue par la société pour pouvoir se reconstruire, mais c'est pas toujours vrai. Et surtout, parfois, c'est pas possible, en fait. Parce que si ça aboutit à un non-lieu, la victime, en fait, la justice lui aura servi à rien, quoi. Et donc, l'enjeu, c'est comment on fait, comment on peut aider une personne qui a souffert, qui a été blessée, dans une situation où l'État est impuissant à apporter une réparation autre que économique, quoi. Ce qui est souvent pas satisfaisant ou pas suffisant, on va dire. Bon. Un petit détail sur un truc important à avoir en tête, je pense, sur la perversion, parce qu'on parle souvent de pervers narcissique de façon assez peu rigoureuse et assez peu définie. Et moi, par rapport au concept de perversion, la façon dont je le comprends, c'est que des comportements pervers chez les adultes, ce sera généralement, en gros, des comportements qui ont lieu dans un corps d'adulte, mais avec une maturité d'enfant. Une maturité émotionnelle d'enfant de 3 ans, on va dire. Et donc, posez-vous la question, un enfant de 3 ans qui a fait une bêtise et qui a peur de se faire gronder et de se faire punir, comment il va se comporter d'après vous? Ça va être quoi son attitude à l'enfant? Alors oui, il va effectivement potentiellement se cacher, il va potentiellement être dans le déni, il va nier les faits, il va vous dire c'est pas moi, c'est le chien ou c'est le poisson, voilà, c'est Maurice qui a mangé le yaourt. Il va chercher à échapper à la sanction parce qu'il a peur. Parce que pour un enfant, être sanctionné, être puni, ça peut être associé à une peur de l'abandon, une peur du rejet. Sauf qu'un enfant qui a plus ses parents, il meurt. Et donc du coup, l'enfant, il va tout faire pour échapper à la punition et au risque d'abandon. Et du coup, il va manipuler, mentir, dissimuler les informations, tout pour ne pas subir l'abandon, en fait. Et souvent, il va y avoir des insécurités de cet ordre-là qui vont générer chez certains adultes des comportements pervers, des comportements violents, qui visent en fait à éviter un sentiment d'abandon parce qu'ils sont dépendants de leur victime, entre guillemets. Souvent beaucoup plus que la victime, les dépendants de son auteur. Et donc là, il y a plusieurs mécanismes de défense liés à la perversion. Je ne vais pas détailler parce que ça prend trop de temps, mais on pourra revenir dessus si ça vous intéresse après. Je vais juste les lister rapidement et voilà, je ne vais pas détailler. Donc dans les mécanismes classiques qu'on retrouve chez les auteurs de violences conjugales, en premier, il y a le déni, évidemment. Le déni, c'est « je veux pas voir ce que je vois ». On va dire par exemple, bah non, c'est pas vrai que je t'ai pas entendu pleurer, je t'ai pas entendu souffrir, tu m'as jamais dit que ça allait pas, etc. On va nier, même si on a des infos sous le nez, en fait. La dénégation, c'est assez proche, mais en gros, ça consiste à dire « ok, j'ai vu un truc, mais c'est pas grave, c'est pas important. Oui, c'est bon, j'ai vu que tu pleurais, mais bon, je me suis dit que c'était pas grave, c'est juste que t'as tes règles, quoi. » On va, en fait, banaliser un truc, enfin, comme si on n'avait aucune responsabilité là-dedans, et du coup, on va pas agir différemment, quoi. Comme si ça avait pas de valeur, on va dire. Autre mécanisme dans les violences conjugales, il y a l'emprise. L'emprise, c'est un concept qui est souvent flou et assez mal défini, je trouve, quand on en entend parler dans les bouquins, dans les émissions de radio. Et du coup, moi, avec le temps, j'en ai fait une définition que je trouve assez simple et assez claire. Ça consiste simplement, l'emprise, à piloter le comportement de l'autre, à prendre le contrôle du cerveau de l'autre à travers des affects. C'est-à-dire qu'on va soit promettre monts et merveilles à l'autre, dire voilà, si tu fais ce que je veux, du coup, tu seras heureuse, tu seras la meilleure femme du monde. Par contre, si tu fais pas ce que je veux, alors là, tu vas souffrir, tu vas être malheureuse, et même, voilà, peut-être je vais me suicider, ce sera de ta faute. Voilà, l'idée c'est d'instaurer soit de la peur chez l'autre, soit du désir, pour contrôler son comportement. Et on contrôle le comportement de l'autre pour le mettre au service de son désir. L'idée c'est de faire en sorte que l'autre fasse ce que moi je veux. Pas ce que lui il veut, pas ce qui est bon pour lui, ce que moi je désire. Et voilà. L'emprise, souvent c'est ça. Et pareil que les relations toxiques tout à l'heure, l'emprise, pour que ça dure dans le temps, il faut être deux. Il faut une personne qui est contrôlante et une personne vulnérable, qui n'arrive pas à mettre de la distance et à se protéger, qui n'arrive pas à partir. L'emprise, c'est quelque chose qui peut durer même après la fin de la relation. C'est-à-dire que l'auteur des violences peut être parti, peut même être décédé. Parfois, la victime va continuer à avoir dans sa tête un fantôme de la personne qui lui a fait du mal et continuer à avoir un comportement qui est influencé par les pensées, parce qu'elle imagine que l'autre aurait voulu, ce que l'autre aurait pensé, en fait. Et voilà, l'emprise peut durer même après la fin de la relation. Parce que la victime elle-même, elle est imprégnée de ça, et l'enjeu, ça va être pour elle de se libérer de ce fardeau, en fait, de cette charge émotionnelle liée au trauma, on va dire.
Autre mécanisme assez fréquent dans les situations de violence conjugale, c'est le clivage et l'identification projective. Pareil, je développe pas trop, sauf si vous voulez à la fin qu'on revienne dessus. Le clivage, ça va être quand on se coupe en deux, avec souvent une part qui est très sociale, très avenante en apparence, qui est très chaleureuse, intelligente, voilà, froide, joueuse, etc. Et dans l'ombre, une autre partie qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus jalouse, voire même complètement paranoïaque. Et souvent, ce qui va se passer, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez les deux facettes d'une même personnalité, ce qui va se passer, c'est que quand on est fragmenté en deux comme ça, on a ce qu'on appelle une part d'ombre. Et cette part d'ombre, c'est quelque chose qu'on aura du mal à assumer, du mal à montrer, du mal à aimer chez soi. Et souvent, on va projeter ça sur l'autre. Par exemple, si on se considère comme égoïste, on va dire « mais t'es vraiment égoïste, tu penses qu'à toi ». En fait, on va projeter sur l'autre ses propres défauts qu'on ne supporte pas, en fait. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les violences conjugales. C'est des gens qui vont parfois se reprocher les mêmes choses, ou une personne va reprocher à l'autre ce qu'elle fait elle-même, en fait. Elle projette ses défauts, pour se protéger, parce que l'idée, c'est que derrière, il y a une faille. Elle n'a pas confiance en elle, et du coup, elle se rassure en disant « non, c'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui as un problème ». Ce qui est une forme de déni de ses propres failles, on va dire. Un truc classique chez les auteurs de violence, c'est ce qu'on appelle le DARVO. C'est un sigle en anglais, DARVO, ça veut dire Deny, Attack, Reverse, Victim and Offender. En français, ça consiste, quand une personne se fait accuser de violence conjugale, souvent le premier réflexe du cerveau, ça va être de nier, deny, d'attaquer en retour, en disant non, c'est pas moi qui est auteur, c'est elle qui est en train de me diffamer, qui est en train de m'accuser et de ruiner ma réputation, c'est une mauvaise personne, elle est folle, etc. Et qui va inverser la culpabilité entre la victime et l'auteur. Donc la plupart des personnes accusées, ils vont faire ça en fait, ils vont avoir le réflexe de dire non, je suis accusé à tort, c'est un mensonge, c'est de la calomnie, etc. On me veut du mal. Voilà. Si vous regardez les grandes affaires de violence conjugale, c'est souvent ça qui se passe en fait, que ce soit Amber Heard et Johnny Depp ou autre, c'est souvent les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre parce que c'est des mécanismes automatiques du cerveau. Voilà. Et plus on a une personnalité pathologique, entre guillemets, qui est rigide et qui n'est pas capable de prendre du recul, plus ces mécanismes-là vont être rigides aussi, et plus on va aller jusqu'au bout, et être prêt à tout pour justement renverser la culpabilité et faire condamner la personne en diffamation. En tout cas, essayer. Dernier mécanisme, je crois, que j'ai mis dans ma liste. Le gaslighting, ça c'est pareil, c'est un mot qu'on entend souvent quand on parle de violence conjugale. En gros, le gaslighting, ça veut juste dire chercher à modifier la perception de la réalité de l'autre. Chercher à ce que l'autre doute de lui-même pour qu'il arrête de croire ce qu'il a vu, mais qu'il croit ce que nous on lui dit. C'est inciter l'autre à douter de sa perception pour nous faire confiance à nous, en fait. C'est mais non, c'est pas vrai, bien sûr que tu étais consentante, regarde, t'as eu un orgasme, donc forcément c'est que tu en avais envie. Arrête de dire que c'est pas vrai. Enfin, c'est une façon de vouloir changer le souvenir, en fait, de vouloir manipuler la personne pour qu'elle adhère à notre point de vue qui nous arrange, en fait. Et la communication paradoxale, ça c'est quand une personne, elle va exprimer une chose avec ses mots, et autre chose avec son corps. Ce qui donne l'impression que c'est pas cohérent, en fait. Ça va être, est-ce que tu peux me faire un câlin, s'il te plaît, parce que franchement j'en ai besoin. Et du coup, avec les mots, elle a l'impression que je veux un câlin, mais avec mon corps, elle a l'impression que je la rejette. Et du coup, ça rend un peu fou, parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, on va toujours perdre, on va toujours faire la mauvaise chose, et ça va nous être reproché. Et donc, c'est souvent ce qu'on appelle une communication schizophrénogène, dans le sens où ça fait perdre le rapport, enfin, ça fait perdre la raison, entre guillemets. Parce qu'on a l'impression qu'on peut rien faire, qu'on peut pas agir de façon satisfaisante, et du coup, on est paralysé, et on est figé, on sait pas quoi faire, quoi. Et donc, l'enjeu, c'est d'apprendre à repérer ça pour pouvoir s'en protéger. Parce que parfois, quand la communication n'est pas possible, eh ben, la seule façon de retrouver un état de sécurité et d'apaisement, c'est juste de mettre de la distance, en fait, pour justement préserver sa santé mentale. Donc, on peut résumer un peu la différence entre la violence visible et invisible avec deux animaux. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien parler d'animaux symboliques. Souvent, je parle de girafe et de chacal pour parler de communication non violente. Aujourd'hui, on va parler du tigre et de l'araignée. C'est deux autres animaux, mais qui sont vachement intéressants à comprendre pour mieux repérer les différentes formes de violence. Donc, la violence visible, celle qui est condamnée par la justice parce qu'on la voit bien et qu'on peut la prouver facilement, c'est la violence tigre. Le tigre, c'est celui qui rugit, c'est celui qui a des colères chaudes, qui va péter un câble en public, qui va exploser, etc., qui va casser des objets, etc. C'est une violence qui se voit, une violence qui est chaude, c'est une violence, voilà, qui est réactionnelle, un peu comme la foudre. Vous voyez, quand il y a un éclair, c'est parce qu'il y a une tension tellement forte que du coup, il y a besoin de réguler la tension par une décharge radicale, immédiate. Là où la violence araignée, c'est l'inverse, en fait, elle est beaucoup plus lente. C'est sur le long terme, elle est froide, elle est calculatrice, elle est vraiment... L'araignée, c'est quelque chose qui va tisser sa toile, qui va injecter du venin avec son dard jusqu'à ce qu'on se liquéfie de l'intérieur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus pernicieux. C'est pas le tout un truc qui se voit. La logique derrière, c'est que l'araignée,
elle est petite, elle est faible, elle a l'impression qu'elle peut pas faire face au tigre directement, donc elle va devoir se cacher pour vaincre par la ruse, en fait. Là où le tigre, lui, de son côté, il a peur de l'araignée parce qu'elle est dans l'ombre, parce qu'elle peut le piquer, et du coup le tigre va rugir pour tout péter, pour essayer de neutraliser l'araignée, en fait. Du coup, parfois, ils vont un peu se faire la guerre. C'est deux figures, deux archétypes, qui parfois vont s'opposer et vont réagir l'une à l'autre. Après, c'est important de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à genrer le tigre et l'araignée. Parce que les hommes comme les femmes peuvent avoir les deux types de violence. Une femme peut être tigre, un homme peut être araignée, et vice-versa. Il n'y a pas de règle, en fait. Mais par contre, c'est important de distinguer le conflit et la violence. C'est-à-dire que la violence araignée, ça peut se manifester par le refus du conflit. L'araignée, elle va fuir, elle va être dans l'ombre, elle va être dans l'évitement, sauf que la fuite, ça peut aussi générer des violences qu'on dit passives-agressives. C'est-à-dire que, en apparence, tout se passe bien, mais dans l'ombre, on va être dans l'insécurité, on va pas savoir sur qui pied danser, etc., et ça peut être hyper insécurisant. Dans une relation saine, il y a du conflit, nécessairement, puisque c'est dans le conflit qu'on va pouvoir prendre sa place de sujet, s'adapter l'un à l'autre, et pouvoir entrer en relation et se comprendre. S'il n'y a pas de conflit, on ne s'adapte pas, et du coup, on ne sait jamais trop si on est au bon endroit, et le risque, c'est de se sacrifier sans forcément s'en rendre compte, quoi. Il y a un bouquin comme ça de Charles Roseman, où il explique comment on fait pour sortir de la violence à travers le fait de bien vivre des conflits. Parce que dans un conflit, on peut se traiter comme des humains mutuellement. On peut ne pas être d'accord, et c'est pas grave. Alors que dans la violence, souvent, on va déshumaniser l'autre, on va en faire un objet. Et du coup, on n'est plus en relation, en fait. Voilà. Ah oui. Un truc important aussi dans les violences conjugales, c'est que parfois, le tigre, on le voit, mais c'est pas parce que le tigre est visible que c'est la seule violence qui a lieu dans le couple. Et souvent même, le tigre, il va être réactionnel à l'araignée. Ceux qui ont vu le film Anatomie d'une chute, je sais pas si moi je l'ai pas vu, mais ça parle de ça, entre autres, c'est que pendant tout le film, on raconte l'histoire d'un meurtre dans un couple. En fait, ce qu'on apprend au fur et à mesure du film, c'est que pendant des années, le mec, il va titiller sa partenaire comme une araignée, il va la pousser à bout, etc. Et un jour, sa copine, elle pète un câble. Et du coup, elle le met une gifle ou je sais pas quoi. Et du coup, le mec se fait passer pour une victime en mode, vous voyez, elle m'a giflé, etc. Sauf qu'en fait, ça fait des années qu'il la maltraite psychologiquement et qu'il la harcèle, mais ça se voit pas. Et du coup, parfois, voilà, la violence tigre, c'est une explosion liée à une accumulation de tensions, en fait. Mais les tensions peuvent être générées par une violence araignée invisible et qui, du coup, n'est pas démontrée, qui n'est pas démontrable, et du coup, qui va pas être condamnée en justice. C'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Et qu'elle n'est pas, elle va pas générer des effets, notamment chez l'autre, on va dire. Voilà. Donc l'araignée, elle titille le tigre pour le faire réagir, pour pouvoir derrière se plaindre. Vous voyez comment il est violent, vous voyez comment je suis victime. Mais c'est du contrôle, en fait. C'est de la manipulation. Et c'est aussi un truc qui va se voir quand des personnes s'accusent de violence conjugale et vont en justice, vont porter plainte, c'est que souvent la personne qui est harceleuse, qui est la plus maltraitante dans le couple, en fait, elle est beaucoup plus froide, parce que justement, elle a beaucoup plus de capacité d'analyse, parce que c'est elle qui contrôle la situation. Et du coup, parfois, elle va pouvoir prendre le contrôle des procédures judiciaires, balader un peu les juges, les enquêtes sociales, etc., parce que justement, ils ont beaucoup plus de détente à l'intérieur pour analyser et communiquer de façon claire et de façon, passer pour la bonne personne, on va dire. Alors qu'une victime qui a pris sur elle pendant des années et qui a souffert et qui est à bout, souvent, elle va devenir beaucoup plus instable. Elle va faire des crises de colère qui paraissent inexplicables. Elle va passer pour une folle, entre guillemets. C'est ce que disent parfois les forces de l'ordre. Hein. J'en ai entendu au téléphone il n'y a pas longtemps qui m'ont raconté ça. Je trouve ça un peu aberrant. Mais ça, c'est la conséquence logique du fait de plus d'être à vif. Quand on est à vif, on n'arrive plus à encaisser. Et le moindre truc, après, ça nous fait péter un câble tout de suite. Parce que justement, on a déjà encaissé pendant parfois 5, 10, 15 ans. Et au bout d'un moment, en fait, le moindre truc fait qu'on passe pour quelqu'un d'hystérique, de fou. Sauf qu'en fait, on est juste traumatisé et à vif. Mais ça, c'est la conséquence des violences accumulées, on va dire. C'est pour ça que souvent, les procédures judiciaires, ça peut vraiment être catastrophique sur la santé mentale des victimes. Parce que justement, non seulement les procédures, elles coûtent cher, elles sont longues, elles sont violentes parce qu'il faut dire des choses difficiles, etc. Mais en plus, parfois, ça va aboutir à un non-lieu. En fait, c'était tout ça pour rien, quoi, entre guillemets. Une manière de résumer, entre guillemets, le problème de la manipulation dans les procédures judiciaires, etc., c'est le triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est cette logique avec trois figures, trois personnages qu'on peut prendre, c'est le persécuteur, la victime et le sauveur. Dans un triangle dramatique, c'est souvent des personnes qui vont prendre ces rôles. Et dans des situations de violence conjugale, souvent ce qui va se passer, c'est que une victime va porter plainte, par exemple, ou se plaindre d'avoir vécu des violences,
Donc elle va considérer qu'elle est victime et que l'autre est son persécuteur. Mais quand l'autre apprend ça, il va faire quoi? Il va souvent faire exactement la même chose. Il va dire non, c'est moi la victime et l'autre est un persécuteur. Et dans cette situation-là où les deux s'accusent mutuellement, ce qui va se passer, c'est que les deux vont, consciemment ou inconsciemment, chercher à faire prendre parti des tiers. Les tiers, ça va être les amis, la famille, les gendarmes, les juges, les psys, les médecins, les experts. On va essayer inconsciemment de rallier les gens à notre cause pour qu'ils prennent parti pour nous, pour qu'ils sortent de leur neutralité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la posture du sauveur fait partie du problème. Elle crée de la violence. Parce que justement, quand on prend une posture de sauveur, on enferme l'autre dans un rôle de victime, on l'empêche d'en sortir, et on va commencer nous-mêmes à considérer que le persécuteur a tort et qu'il doit être puni. Sauf que du coup, les deux personnes dans un couple vont faire ça, et du coup les deux familles parfois vont s'opposer, et du coup vont couper les ponts, et les amis vont se séparer, etc. Parce que justement, les gens ont le réflexe de prendre parti. Sauf que prendre parti, ça va alimenter l'opposition et la violence en fait. Et c'est justement tout ce qu'on essaye de déconstruire dans la justice restauratrice notamment. C'est apprendre à déconstruire le triangle lui-même, à sortir de l'opposition victime-persécuteur pour apprendre à communiquer comme des humains, et pas comme un monstre et une victime du monstre, on va dire, ou vice-versa. Donc voilà, comprendre que la posture du sauveur alimente le système, elle le sauve pas en fait. Parce que le sauveur va enfermer la victime dans son rôle de victime. Il l'empêche de s'émanciper et d'avancer, on va dire. Bon, là j'ai parlé de violence conjugale, là je vais parler des groupes. Est-ce qu'au niveau du début je vais encore trop vite? Non, c'est parfait. Ok. Ça va, je continue? Dans les groupes. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un groupe humain? Un groupe humain, c'est une entité qui fait que plusieurs personnes vont se reconnaître à travers une identité partagée. Ils vont former un nous, en fait. Nous sommes, voilà, les Français, nous sommes l'équipe machin, etc. Et un groupe, ça repose toujours sur de l'affect. Une identité de groupe repose sur un affect partagé, ce qu'on appelle une sympathie. Parce qu'en grec, ça veut dire sympathos, le même affect. C'est ça qui fait qu'il y a un nous, c'est un sentiment d'unité, un sentiment de quelque chose qu'on partage sur le plan émotionnel. Et il y a différentes façons de créer une sympathie de groupe, qui n'ont pas les mêmes conséquences en termes de violence. Notamment, on peut créer un groupe à travers un désir commun. Par exemple, voilà, on a envie de fonder une famille, ou on a envie de faire élire Joan Branco en 2027, etc. Ça va créer un affect partagé qui fait qu'ensemble, on va pouvoir s'investir dans la même direction, s'entraider, coopérer, etc. Ça peut aussi être une peur commune qui va nous unir. Par exemple, voilà, on a peur du réchauffement climatique, et du coup, on va mettre en place des écoquartiers, etc. On va travailler pour éviter la catastrophe qu'on craint ensemble. Ça peut aussi être un groupe ennemi. Par exemple, voilà, nous on est de gauche, et du coup, les gens de droite, l'extrême droite, c'est des méchants, et du coup, on va essayer de s'entraider pour lutter contre l'extrême droite. Ça peut être très fédérateur d'avoir un ennemi commun. Et le dernier moyen de créer une sympathie de groupe, ça va être de créer un bouc émissaire. Un bouc émissaire, ça va être, on prend une personne dans notre groupe, qui est un peu différente, qui est un peu marginale, et on va la sacrifier. Et au nom de son sacrifice, on va pouvoir fédérer le groupe et créer une sympathie collective sur la base de cette violence infligée à la victime, on va dire. Et c'est notamment un truc qui est présent très souvent dans le harcèlement scolaire chez les ados. Parce que les ados, pour eux, c'est hyper important l'appartenance au groupe, l'identification. C'est l'âge où on va se détacher progressivement des parents et de la famille pour appartenir à d'autres groupes. Voilà, le groupe des geeks, le groupe des gothiques, ou je sais pas quoi. Il y aura toujours différents groupes. Et le problème, c'est que quand on arrive dans une nouvelle classe, dans un nouveau groupe, les gens ne se connaissent pas encore au début. Et donc, ils vont tester les limites, ils vont tester, ils vont interagir, etc. Souvent, il y a des micro-agressions, voilà, des petites blagues, des petites piques qui permettent de voir où sont les limites, qui va se défendre, etc. Ce qui fait que progressivement, le groupe va s'organiser selon des règles. Il y aura des leaders, des gens un peu autonomes, des gens marginaux, des gens un peu plus introvertis, etc. Et le risque dans ce type d'organisation, c'est que le groupe s'organise autour d'un bouc émissaire. C'est-à-dire que le groupe va créer une complicité et une joie partagée sur la base du fait qu'on va tous être violents envers la même personne. On va tous insulter, dévaloriser, critiquer la même personne, et ça va créer une complicité et un lien dans le groupe. Ça va renforcer les liens entre les personnes, on va dire. Souvent, le bouc émissaire, il permet justement à travers des rituels, on va dire certains mots. Je connais des victimes comme ça qui me disaient, quand elles étaient petites, on leur disait « chais ». Et les gens disaient tous ça à la victime, parce que du coup, comme ça crée une sorte de connivence, etc. Mais une connivence basée sur la violence. C'est souvent notamment ce qu'on va travailler en thérapie familiale. Avec les familles, souvent en fait en thérapie systémique, on considère qu'il y aura un enfant dans la famille qui est porteur de symptômes, c'est-à-dire
un enfant qui va pas bien, ça peut être une ado qui est anorexique ou un truc comme ça, et souvent l'équilibre de la famille, les règles de la famille reposent sur l'accompagnement de cette personne qui va pas bien. Un peu comme si il fallait que la personne aille pas bien pour que la famille fonctionne. Ce qui est générateur de violence et de souffrance psychique, et ça peut être dangereux pour la personne. Et donc ce qu'on va faire en thérapie familiale, ça va être d'identifier les règles, de comprendre comment ça s'est construit, et en fait on va créer une crise dans la famille pour pouvoir désamorcer ces règles et créer de nouvelles règles plus saines pour l'enfant, pour justement que l'enfant puisse aller mieux et sortir de son schéma où il a besoin d'aller mal pour que le reste de la famille aille bien, en fait, on va dire. C'est pour ça que les thérapies familiales, souvent, c'est ce qui marche le mieux pour les ados qui ont des troubles alimentaires, etc. Parce que souvent, les symptômes sont liés à la relation qu'ils ont avec le reste de la famille. Consciemment ou inconsciemment, c'est souvent inconscient. Oui. C'est ce qui se passe un peu aussi pour le syndrome de Munchausen. Syndrome de Munchausen. C'est la définition de Munchausen, ouais. C'est ça. Dans Munchausen, en fait, c'est un syndrome où un parent va chercher du contact avec le corps médical, la reconnaissance du corps médical, et du coup va avoir besoin d'avoir des problèmes de santé pour aller consulter et être pris en charge. Et il y a un syndrome qu'on appelle Munchausen par procuration, où du coup, là, on a besoin que l'enfant aille mal pour pouvoir justifier d'aller voir les médecins, les soignants, et d'avoir du lien, de la reconnaissance sociale de la part du corps médical. Un peu comme si on cherchait à ce qu'on prenne soin de nous à travers notre enfant qui va pas bien. Ce qui est une forme de violence, et ça peut être extrêmement destructeur. Mais c'est pas forcément conscient. Et du coup, au niveau des dynamiques de groupe, ce qui est important à avoir en tête, c'est la différence entre de l'humour, de la complicité basée sur la violence ou basée sur la connivence. La connivence, c'est quand des personnes sont complices et du coup vont intégrer des codes qui peuvent paraître violents de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas violent. Il y a des gens comme ça qui s'insultent, mais c'est affectueux en fait. Moi je connais des filles comme ça qui s'appellent salut bitch, etc. En apparence, bitch c'est une insulte, mais entre elles c'est complice, c'est drôle en fait, elles s'amusent et en fait c'est chaleureux. Mais c'est parce qu'elles sont consentantes et parce qu'elles sentent bien que c'est pas malveillant, que c'est une manière de créer, justement, de renverser un stigmate. C'est un peu comme les queers, vous savez, les queers c'est les LGBT, etc. À la base, queer ça veut dire bizarre, c'est une façon de critiquer et de stigmatiser les personnes, les minorités sociales. Et en fait souvent les personnes, elles ont appris à renverser le stigmate, c'est-à-dire à faire de l'insulte quelque chose, un signe de reconnaissance sociale pour se dire je suis avec toi, je te comprends, etc. Pour sortir de la violence, créer de la sécurité. Pour ne plus laisser à l'autre le pouvoir de me faire du mal. En fait, on désarme l'autre, on va dire. Et c'est la différence entre rire avec l'autre et rire de l'autre, en fait, finalement. On peut très bien être dans l'amour vache. L'amour vache, c'est quand, voilà, on va dire des pics, on va dire, voilà, j'ai une patiente comme ça, son mec, elle l'appelait vieux débris, par exemple, parce qu'il était plus âgé qu'elle. Et en apparence, c'est violent, c'est dévalorisant, sauf qu'en fait, lui, ça le faisait rire, et ils étaient complices, et lui, il l'appelait un truc comme ça aussi. Et finalement, ils s'amusaient beaucoup avec ça, en fait. Ils riaient de leurs défauts, et c'était pas grave, en fait. Mais c'est parce qu'ils étaient contents. Il y avait une connivence, une complicité, en fait. Et dans un groupe, quand quelqu'un reçoit des moqueries sans être dans cette connivence, c'est juste du harcèlement, en fait. C'est juste de la violence collective. C'est juste un bouc émissaire. Et l'enjeu, c'est de pouvoir l'identifier, de comprendre la différence entre les deux, pour pouvoir voir comment on peut améliorer la dynamique, quoi. Ensuite, troisième échelle des violences invisibles, les institutions. Donc quand je dis institutions, je veux dire en gros des groupes élargis, des groupes de centaines de personnes, milliers de personnes, etc. Donc ça va être les entreprises, les structures de l'État, les administrations, etc., les familles élargies éventuellement, avec cette idée que parfois, il y a des violences qui sont invisibles justement parce qu'elles sont culturelles. Elles sont considérées comme normales dans une culture donnée. Je prends l'exemple de l'excision, par exemple. L'excision, donc couper les parties génitales d'une femme, etc., qui sont liées au plaisir, il y a des cultures où c'est considéré comme la norme, où ça s'est reproduit de mère en fille, etc., parce que c'est culturel et parce qu'on a introjecté que c'était ce qu'il fallait faire, c'était le bon comportement à avoir. Ce qui fait que ça rend le truc banalisé et invisible. C'est ce qu'on appelle, les violences systémiques, finalement, des fois on a l'impression que c'est un concept un peu flou, mais en fait c'est très concret. Un système, c'est juste des éléments qui interagissent entre eux. Et souvent, ce qu'on appelle une violence systémique, c'est une violence qui a lieu à l'échelle de la société. C'est-à-dire, par exemple, en France, on est 70 millions, et on a tous un héritage culturel, on grandit dans des écoles qui propagent certaines valeurs, etc. Et ces valeurs-là, parfois, génèrent de la violence, produisent de la violence, en fait. Donc, tous les mots en isme qu'on entend beaucoup, donc racisme, sexisme, validisme, etc., souvent, c'est des manières de décrire la manière dont les sociétés génèrent de la violence et perpétuent cette violence de génération en génération. Voilà, typiquement, le sexisme, on le définit comme étant, entre guillemets, l'exploitation des femmes par les hommes, avec cette idée que les hommes ont des privilèges que les femmes n'ont pas dans la société,
qui vont du coup générer des violences subies par les femmes, qui bénéficient aux hommes en fait. Et c'est pas forcément conscient ou volontaire, puisque on grandit là-dedans, donc on considère ça normal. La culture du viol, par exemple, c'est pareil, c'est l'idée que notre culture a tendance à banaliser le viol ou à la considérer comme pas si grave, notamment le viol conjugal. Ce qui fait que du coup ça se reproduit et que ça se perpétue parce que justement il n'y a pas de capacité à nommer la violence là où elle est, puisqu'elle est culturellement acceptée implicitement. Souvent notamment, ce qui fait que la violence se perpétue à l'âge adulte, c'est parce que dès l'enfance, finalement, on vit dans des cadres, que ce soit avec les parents ou à l'école, qui nous incitent souvent à écouter davantage l'autorité qu'à écouter nos émotions et nos besoins. Je prends un exemple, ça va être par exemple voilà, un enfant qui est en grande section, qui n'a pas le droit d'aller aux toilettes parce qu'il fallait y aller pendant la récré, et que du coup, même si là il a envie et que son corps lui dit qu'il faut qu'il aille aux toilettes, eh ben, il va devoir attendre une demi-heure à la récré, puisque finalement c'est plus simple pour l'organisation de la structure d'attendre une demi-heure en fait. Ce qui du coup conditionne les enfants à ne pas s'écouter eux-mêmes dans leurs émotions, mais à plutôt apprendre à s'adapter au rythme et à rentrer dans le moule du collectif finalement. Et je prends un autre exemple aussi, c'est que plus les enfants sont jeunes, moins on s'identifie à eux en tant qu'adultes, et plus on va s'autoriser à les traiter comme des objets. Par exemple, avant les années 70, les bébés ils étaient opérés sans anesthésie. On considérait ça normal parce qu'on se disait, voilà, les bébés ils pleurent, c'est pas grave, ils se font les poumons, ils se musclent, c'est important qu'ils pleurent, il faut les laisser pleurer, etc. Mais parce qu'on n'était pas en capacité de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Et qu'effectivement, les nocicepteurs des nourrissons, ils fonctionnent très bien. Bien sûr qu'ils ont mal. Mais vu qu'ils étaient très différents de nous, on ne s'identifie pas à eux. On disait, bah, c'est des petites choses. Un peu comme Descartes, quand il disait, les animaux, ils font semblant d'avoir mal, en fait, c'est des machines, etc. C'est une vision très intellectuelle, mais pas du tout justifiée rationnellement, on va dire. Et aujourd'hui, on a bien progressé là-dessus, évidemment, heureusement. Même sur les animaux. Oui, ah bah l'éthique animale, elle a beaucoup progressé. D'ailleurs, je crois qu'on a, il y a quoi, il y a 5% de végétariens en France, un truc comme ça. Avant, c'était marginal. Quand j'étais petit, tout le monde croyait que les végétariens mangeaient du poisson, par exemple. Maintenant, on commence à comprendre que les végétariens mangent pas d'animaux, etc. Enfin, ça se démocratise un peu au fur et à mesure du temps. Deuxième aspect des violences institutionnelles, c'est la manière qu'on a parfois... En fait, on est dans une société qui est individualiste. Individualiste, ça veut dire qu'on met l'accent avant tout sur les individus, leurs responsabilités et le fait qu'on est acteur de sa vie et que du coup, on subit les conséquences de ses actes et on peut s'en prendre qu'à nous, entre guillemets. Et donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que quand des personnes au travail subissent des violences de la part de leur direction, de leur manager, etc., on va dire, en fait, vous avez un problème, vous êtes vulnérable, vous êtes fragile, il faut aller vous faire soigner, il faut prendre soin de vous, prenez des anxiolytiques et des antidépresseurs, ça ira mieux. Et finalement, on considère que c'est un problème d'individu. Sauf que du coup, quand on individualise les problèmes, on ne voit pas forcément les patterns globaux, qui est que il y a des structures où il y a des turnovers énormes, où tout le monde part au bout de 6 mois, etc. Et peut-être que c'est pas des individus le problème, peut-être que c'est la structure qui est dysfonctionnelle. Et j'ai beaucoup été confronté à ça, moi, avec les patients, des patients qui me racontaient les conditions de travail, etc. Et parfois, c'est inimaginable. Et je prends un exemple, l'affaire France Télécom. Je sais pas si vous connaissez un peu, maintenant ça s'appelle Orange, mais en gros, il y a 20 ans, France Télécom, ils se sont dit, bon, on n'est pas assez concurrentiel par rapport au marché international, alors du coup, on a 180 000 salariés, il faut qu'on en gère 22 000 pour être un peu plus rentable dans notre modèle économique. Et du coup, comment on va faire pour faire partir 22 000 salariés? Du coup, ils ont modifié leur façon de gérer le management, ils ont modifié certains postes, ils ont modifié la gestion des emplois du temps, etc. pour stresser les personnes jusqu'à les faire démissionner. Et donc, effectivement, ils ont réussi à faire partir 22 000 personnes. Sauf que dans les 22 000, il y en a aussi une vingtaine qui se sont suicidés. Et on ne parle pas de tous les cas de dépression, d'arrêt maladie, de traumatisme, de séquelles, parfois sur des années et des décennies, liées au management toxique qui a été mis en place par des projets liés aux dirigeants de France Télécom, les projets Next, les plans Next et Act, qui étaient des plans visant à générer du stress chez les salariés pour les faire démissionner. Ce qui est quand même ahurissant quand on y pense rétrospectivement. Et tu sais quand même dans les collectivités territoriales, moi j'ai entendu l'histoire du poste qu'on ne remplace pas. On attend, et oui, on voit jusqu'à... On placardise la personne. Non, mais même le poste n'est pas remplacé. Donc l'équipe, enfin, le service doit s'adapter à l'absence. Ah oui. Et on voit jusqu'à quel niveau ça tient. Oui, mais... poste de poste, enfin, tu vois, et tac, et on joue comme ça sur le nombre de salariés, quoi. Oui, en fait, on traite les gens comme des objets, quoi. Ouais. Les gens sont juste des pions, on bouge les pions, on agite les machins, et puis on voit qu'est-ce qui est rentable, pas rentable, et puis en fait, on prend des décisions. Ça. Puis on voit ce qui tient, tu sais. Si ça tient pas, qu'il y a trop de mouvements, on remplace la personne. Ouais. Oui. Et puis si ça tient, du coup, on la remplace pas, et du coup, les gens travaillent plus. Voilà, tu vois. Oui, c'est plus rentable. C'est un calcul purement pragmatique, rationnel, mais totalement déshumanisant.
Autre exemple du coup de la psychologisation, c'est par exemple en Chine. Donc les conditions de travail de certains ouvriers en usine en Chine sont quasiment de l'esclavage. Hein, ils dorment en entreprise, etc. Et je vois que certains employés parfois cherchent à se suicider, sont déjà sautés par la fenêtre, et du coup, quand les employés se suicident, qu'est-ce que fait l'entreprise? Ils créent des filets anti-suicide pour que du coup ils puissent les repêcher et les ramener au travail, finalement. On va quand même pas les écouter et prendre en compte leur souffrance. Hein. Enfin bon. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand on considère que la souffrance est un problème d'individu et pas un problème de gestion collective, finalement. Et donc, heureusement, depuis quelques années, en France, ça commence à être reconnu. Le harcèlement institutionnel et le harcèlement managérial. On reconnaît de plus en peu à peu que les structures, parfois, produisent de la violence. Et c'est pas lié aux individus, c'est lié au système, c'est lié au néolibéralisme, entre guillemets, c'est-à-dire une manière de vouloir optimiser les rendements, au point parfois de négliger l'aspect humain du travail, finalement. On presse les gens comme des citrons, quoi. Jusqu'à ce qu'ils en meurent. Et troisième aspect des violences institutionnelles, c'est un truc dont j'ai jamais parlé parce que, travaillant en psychiatrie, j'étais un peu mal à l'aise, voilà. Mais malgré tout, je m'intéresse à ça depuis quelques années. J'ai fait une conférence avec Vincent Pallard il y a quelques années, justement, où on parlait de comment, parfois, il y a un monde entre le point de vue de l'usager de la psychiatrie et le point de vue du soignant, entre guillemets. Et du coup, j'ai découvert un concept, il y a quelques années, c'est l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, c'est un concept créé par des militants politiques qui ont souvent été confrontés à la psychiatrie, notamment dans le public, et qui ont très mal vécu leur accompagnement, et qui du coup ont parfois été traumatisés, et qui cherchent en fait à militer pour améliorer la psychiatrie, améliorer les conditions de traitement des patients, etc. Et ils ont un slogan que je trouve assez intéressant, qui est « La première fonction sociale de la psychiatrie, c'est pas le soin, c'est le contrôle ». Et ce que ça veut dire, c'est que, imaginons par exemple, il y a Jean-Michel, voilà, qui est schizophrène et qui est bourré et qui du coup gueule partout dans la rue le soir. Ce qui va se passer souvent, c'est qu'il y a des voisins qui vont appeler les flics ou qui vont appeler le 15. Ce Jean-Michel, il va être embarqué par la police, il va être amené aux urgences psychiatriques, puis il va être hospitalisé sous contrainte, etc. Et une fois que du coup le calme sera revenu dans la ville et que du coup la sécurité sera revenue pour les voisins, là on va peut-être se poser la question de comment on peut aider cette personne, comment on peut l'accompagner. Mais l'accompagner, c'est dans un deuxième temps. D'abord, on va chercher à contrôler les choses pour que la société fonctionne et que les gens puissent dormir, aller travailler, etc. Et souvent, la psychiatrie, elle va avoir ce côté-là qui est contrôlant, quitte à avoir recours à la violence, finalement. Mais vu que c'est une violence qui est financée par l'État, etc., c'est une violence qui est légitime. On a le droit de maltraiter les gens, puisque finalement, c'est pour les soigner, c'est pour les aider, puisqu'ils sont un danger pour eux-mêmes, pour les autres. Et au nom de ce récit qui légitime la violence, on s'autorise parfois des comportements qui sont de l'ordre de la maltraitance et de l'ordre de la destruction de la santé mentale, finalement. Sans forcément que ce soit volontaire. Mais j'ai pas mal de patients qui m'ont raconté leur séjour parfois en psychiatrie, leur isolement, etc., et qui en pleuraient, qui en font des cauchemars encore 10 ans après, parce que justement les conditions, la façon dont ils communiquaient avec l'équipe, la façon dont ils ont vécu ce moment-là était catastrophique et traumatisante. Et ils n'ont pas trouvé que c'était du soin, mais juste du contrôle, en fait. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a aussi des soignants qui sont parfois marqués à vie par ce qu'ils ont vécu, des soignants qui sont dégoûtés parce que justement ils ont assisté à des scènes de violence, à des scènes de cruauté. Ils disent en fait non, moi je veux pas bosser là-dedans en fait. Ce qui contribue notamment au fait que la psychiatrie ce soit un des postes les moins demandés par les médecins quand ils sont en 6e année avant de choisir leur spécialisation. Parce que justement il y a cette idée que souvent c'est un milieu qui est violent, avec beaucoup de problèmes, mais heureusement c'est améliorable. Mais pour améliorer le système, il faut déjà prendre conscience de ce qui dysfonctionne. Typiquement, moi, j'ai bossé 8 ans à la clinique du Haut-Cluseau à Chasseneuil, et je suis arrivé juste après qu'ils aient interdit la chambre d'isolement. Avant que je sois là, il y avait une chambre d'isolement où on pouvait enfermer les patients quand ils étaient trop agités, trop instables. Et à l'époque, souvent, il y avait des patients qui fuyaient de la clinique, qui s'échappaient, etc., qui allaient sur la route. Sauf que maintenant, on n'a plus le droit de contraindre les gens physiquement, on n'a plus le droit de les enfermer. Et ben, on n'a quasiment plus de gens qui fuient, en fait. C'est-à-dire que maintenant qu'on n'a plus le droit de contraindre les gens ont moins besoin de fuir. Et c'est intéressant parce que parfois, la coercition fait partie du problème. Le fait de pouvoir violenter les gens augmente les tensions entre l'équipe et les patients, et du coup, ça augmente les risques qu'il y ait des passages à l'acte, entre guillemets. Alors que quand on n'a plus le droit d'avoir recours à la violence, eh ben, on est obligé d'apprendre à faire autrement, d'apprendre à raccompagner autrement de façon plus humaine. Et ça marche mieux, en fait, paradoxalement. Et ce que la recherche montre, par rapport à la contrainte, c'est que plus on a accès facilement à la coercition, plus les soignants ont tendance à y avoir recours. Et du coup, c'est important parfois de se rendre compte que le cerveau, c'est une feignasse, et quand c'est facile, quand il suffit de me faire une injection, et ben finalement, on va pas forcément se prendre la tête, on va pas chercher à communiquer, on va avoir recours à un comportement qui va priver la personne de liberté, qui va la violenter, alors qu'on aurait pu faire autrement, de façon pas trop complexe, juste en s'investissant dans une autre direction, quoi.
Et donc, pour améliorer le système, il faut déjà prendre conscience qu'il y a de la violence et appeler un chat un chat. C'est pas parce que c'est légitime ou que c'est pour protéger les patients que c'est pas de la violence et que c'est pas traumatisant pour les personnes qui la subissent, finalement. Voilà. Enfin, aujourd'hui, elle a gagné beaucoup de services parce que il n'est pas rare, pour des raisons de personnel, qu'on a de voir des gens attachés. Oui, oui. Tu sais, C'est- dans plein de services. Le problème du personnel fait partie du problème, ouais. Surtout dans la région avec le manque de médecins, etc. Des personnages, enfin des gens, dès qu'ils sont un peu agités, ils peuvent être Oui, oui. attachés. C'est vraiment très dépendant des structures. Parce que par exemple, il y a des structures dans le Loiret où j'habite, où il y a la Borse, Sommery, la Chênaie, des structures institutionnelles. C'est génial parce que justement, la façon de penser le soin est totalement différente des structures classiques. Mais du coup, les patients fonctionnent totalement différemment aussi. Et effectivement, c'est les structures privées qui sont possibles parce que justement, il y a des investissements, etc. Et dans le public, on n'a pas forcément les ressources de faire ça, malheureusement. Non, non, ça avait contaminé tout le public, mais si tu veux, la société a changé, et parce que c'est ce qui a inspiré le secteur en psychiatrie. Enfin, c'était aussi courant, mais le monde a changé. Ouais, bah oui, pour le meilleur et pour le pire. Alors, donc là on a fait un peu un panorama du fonctionnement de la violence invisible à différentes échelles. La question maintenant c'est comment on peut désamorcer la violence. Ça c'est une partie qui était trop longue au début, donc je l'ai un peu élaguée pour que ce soit un peu plus digeste. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que, donc moi je suis passionné par la communication non violente, c'est-à-dire comment créer des relations où on peut désamorcer la violence et apprendre à relationner de façon plus profonde et plus riche ensemble, au-delà de la violence et des jeux psychologiques, on va dire. Et donc ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la non-violence, c'est un système de valeurs. C'est une façon de vivre, une façon de fonctionner, qu'on peut définir selon trois grandes valeurs, trois valeurs principales. Et quand on apprend progressivement à comprendre ces valeurs, à les incarner, à les manifester, mécaniquement, ça contribue à désamorcer la violence. Donc, ces trois valeurs, c'est l'écoute, la responsabilité et l'engagement. Je vais développer après chacune de ces valeurs. De façon générale, l'écoute, c'est la capacité à créer un espace pour s'exprimer et pour entendre l'autre, où chacun peut prendre sa place. De façon générale, il n'y a pas de relation humaine possible sans écoute, parce que s'il n'y a pas d'écoute, chacun est dans son monde, dans son dialogue de sourds, et ça donne les débats télévisés avec les politiciens, qui s'écoutent pas, et qui sont en train dans un rapport de force permanent, etc., qui s'invectivent, mais en fait, il n'y a pas de relation possible, quoi. Il n'y a pas de co-création possible. La responsabilité, c'est la capacité à répondre de ses actes, et à pouvoir accepter les conséquences, notamment accepter une punition si on transgresse des règles et que la punition est écrite en amont, etc. Finalement, c'est le jeu quoi, de transgresser que d'accepter la sanction. Et l'engagement, c'est la capacité à mettre ses ressources, à s'investir dans une direction qui a du sens pour nous. À se mettre en action dans une direction qui vaut la peine, finalement. Donc, l'écoute, on peut résumer ça un peu avec une phrase de Marshall Rosenberg. Donc, Marshall Rosenberg, c'est le mec qui a créé la communication non violente. C'est un peu ma Bible. J'ai ramené le bouquin si vous voulez feuilleter. Ce qu'il dit, lui, c'est « Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux entrer en relation ?» Parce que tu ne pourras pas avoir les deux. Et j'aime bien cette idée que on peut apprendre à faire coexister son point de vue et le point de vue de l'autre. Plutôt que de vouloir savoir qui a tort, qui a raison, on peut aller au-delà de ça et apprendre à s'écouter. C'est-à-dire, ok, dis-moi comment toi tu vois les choses, moi je te dirai comment je vois les choses, et on peut faire coexister nos points de vue. Et c'est pas grave si on n'est pas d'accord, parce qu'on peut quand même se comprendre mutuellement, on peut quand même s'écouter, on peut laisser de la place pour nos différences de points de vue, finalement. Et ça, c'est un peu le début d'une vraie relation. Une relation où on n'est plus dans le rapport de force, dans la domination et la soumission, mais on est dans la curiosité et l'ouverture, en fait. On s'intéresse à l'autre, on cherche à le comprendre, plutôt qu'à le rallier à notre point de vue, finalement. Notamment, l'inverse de ça, ça va être justement de chercher à nier le vécu de l'autre, à le convaincre que c'est nous qui avons raison. Et ça va générer beaucoup de violence, finalement, parce que c'est comme si on annulait le point de vue de l'autre. On dit, mais ce que tu penses, ça n'a pas d'importance, c'est ce que moi je pense qui est important, finalement. Quand on dit à quelqu'un, voilà, ce que tu dis, c'est une projection. Ah, tu projettes, c'est pas vrai, tu es en train de projeter. On est en train de dire, ce que tu dis, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. On s'en fout de ce que tu dis. Et ça, c'est hyper violent, parce que ça veut dire qu'on peut rien dire. Quoi qu'on dise, ce sera nié, en fait. Ça va générer de l'antipathie. L'antipathie, c'est quand on rejette les émotions de l'autre, on rejette la sensibilité de l'autre. C'est le point de départ de la violence, en fait, l'antipathie. On rejette et on est prêt à être agressif pour ne pas avoir à écouter, finalement. Donc, le point de départ de tout, c'est l'écoute. C'est le point de départ de toute relation, que ce soit la relation à l'autre ou la relation à soi. Parce que l'écoute, ça commence par soi aussi. C'est apprendre à s'écouter, écouter ses émotions, écouter ses pensées,
écouter ses jugements, pour pouvoir éventuellement les traduire, etc., les désamorcer. Et s'il n'y a pas d'écoute, on est juste dans l'automatisme, en fait. On n'est pas présent, quoi. Ensuite, la responsabilité. Il y a une phrase de Jung, un psychanalyste que j'aime bien, il dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » J'aime bien cette idée, qui est que parfois on est piloté par des trucs, on reproduit les mêmes erreurs encore et encore, et on ne comprend pas, on se dit « mais juste j'ai pas de chance, etc. » Alors qu'en réalité, c'est qu'il y a des mécanismes qui ont lieu à travers nous, des choses dont on a hérité, qui se manifestent et qui continuent à nous faire souffrir, parce que justement on n'a pas compris comment ça fonctionne, on n'a pas compris pourquoi on fait ça, pourquoi on fait tel choix, etc. Et il y a un concept que je trouve intéressant pour sortir un peu de l'impuissance par rapport à ça et retrouver de la marge de manœuvre, c'est le locus de contrôle. Le locus de contrôle, c'est la façon dont on va interpréter ce qui nous arrive dans la vie. Il y a des gens qui ont un locus de contrôle qu'on dit externe, c'est-à-dire qu'ils interprètent les choses comme étant la faute des circonstances. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents, c'est la faute de mes symptômes, c'est ma maladie, c'est la faute de la société, c'est la faute de mon patron. Et en fait, on va tout le temps interpréter les choses comme étant la faute des autres, comme étant la responsabilité des autres. Ce qui génère, de façon extrême, un syndrome d'impuissance acquise. Le syndrome d'impuissance acquise, c'est quand on a tellement l'impression que ça dépend pas de nous, que c'est pas de notre faute, que du coup on peut rien faire. Et si on peut rien faire, du coup on fait rien. On n'agit plus, on est paralysé, et du coup on attend que les choses se passent d'elles-mêmes, finalement. On est totalement impuissant. L'inverse, c'est un locus de contrôle interne. C'est on va interpréter les choses comme étant la conséquence de nos actions, de nos décisions, de notre responsabilité. Et de façon extrême, c'est qu'on va porter toute la misère du monde sur nos épaules. D'ailleurs, je suis responsable de sauver l'humanité, de sauver la France, etc. C'est tout aussi malsain si c'est extrême. L'enjeu, c'est d'apprendre à être un peu flexible entre les deux. De faire la part des choses entre ce qui vient des circonstances et ce qui nous appartient. Et d'apprendre à avoir un minimum de locus interne, c'est-à-dire d'être capable d'identifier qu'est-ce qui dépend de nous, sur quoi on a du pouvoir, sur quoi on peut avoir justement une marge de manœuvre et une responsabilité, finalement. Jean-Paul Sartre, du coup, qui est un philosophe existentialiste, il est là-dedans, il dit « on est condamné à être libre ». Ce qui veut dire par là, c'est que ce qui est important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est pas notre passé. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui de ce qu'on a fait de nous. C'est la marge de manœuvre qui nous reste aujourd'hui, c'est celle-là qui compte finalement. Et alors, juste pour info, ceux qui veulent le PowerPoint, je vous l'envoie par mail si vous voulez. Pour pas avoir à gratter si c'est... Vous venez votre mail à la fin et puis je vous envoie ça, pas de problème. Attends, c'est marrant, je croyais avoir laissé une diapo sur Dialogue. Attends, j'ai dû passer 2 fois. Non, bon, c'est bizarre. Je vérifie un truc. Ah oui, là, c'est après. Le problème qui se pose aussi quand on a vécu des violences, par rapport à la responsabilité, c'est que justement, si on existe avant tout à travers le fait d'avoir subi des violences, ça nous enferme. C'est-à-dire qu'on devient dépendant du persécuteur qui nous a fait du mal pour exister sur le plan identitaire. Ça nous enferme et ça peut être vachement handicapant dans la vie, en fait. Du coup, l'enjeu, pour sortir de cette prison du statut de victime, qui génère du coup un persécuteur et qui va chercher des sauveurs, c'est de se poser la question, qui suis-je dans ma vie quand je ne suis pas une victime? Où est-ce que je peux exister dans ma vie autrement qu'à travers ce que j'ai vécu de douloureux, en fait? Qui je suis en tant qu'adulte, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que frère, sœur, en tant qu'ami, qui est autre chose que d'exister en tant que victime. Finalement, de retrouver de la liberté, de se définir autrement qu'à travers la souffrance qu'on a subie, finalement. Notamment quand les enfants ont vécu des maltraitances, souvent, en fait, ils se sont construits comme ça, et le fait d'être une victime, c'est devenu un repère, c'est devenu une source de sécurité pour eux, qui est j'existe, j'ai une place, parce que je suis victime. Et tout l'enjeu, justement, pour retrouver de la souveraineté et de la marge de manœuvre, c'est d'accepter de perdre cette partie de son identité, de renoncer à ce statut de victime qui nous donne une place, et d'apprendre à être autre chose. Mais le problème, c'est que souvent, c'est vachement angoissant, parce que finalement, un repère donne de la sécurité. Si on renonce à un repère, on renonce à la sécurité. Donc du coup, on va vers de l'angoisse, on va vers quelque chose de stressant. C'est pour ça que Avignon, qui est un psychiatre vachement intéressant américain, qui a écrit plein de bouquins que je vous conseille, lui, ce qu'il dit, c'est que la liberté, / la responsabilité, c'est une source d'angoisse existentielle. Parce que finalement, là où je suis libre, et ben du coup, je peux pas dire c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Parce que là où je suis libre, c'est moi qui prends des décisions et qui en assume les conséquences. Et du coup, parfois, ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont préférer rester dans des repères violents, dans une situation violente, mais qui est familière, qui les rassure, plutôt que d'aller vers une liberté, une autonomie, où du coup c'est angoissant parce qu'on ne sait pas vers où on va. Potentiellement, c'est incertain, finalement.
Moi, j'avais un patient comme ça qui me disait, quand on est dans la merde, au moins on est bien au chaud dans sa merde, on n'a pas d'en sortir. Parce que finalement, on sort de nos repères. Et donc, ça demande souvent un travail, ça demande du courage de sortir de cette zone, entre guillemets, dans cette zone où on a des repères, pour prendre des risques et aller dans le monde, finalement. Mais c'est là aussi où on peut sortir de la prison et finalement avoir la vie qu'on a vraiment envie d'avoir, quoi. Et troisième valeur, du coup, l'engagement. L'engagement, du coup, l'enjeu, c'est d'apprendre à sortir du statut d'objet, objet du pervers, objet du persécuteur, pour redevenir un sujet. Redevenir un sujet, c'est être le personnage principal de sa vie. Plutôt que d'être le personnage dans la vie de mon persécuteur, de mon auteur, je deviens le personnage de mon récit. C'est moi qui écris l'histoire, je ne suis plus que le personnage de l'autre, finalement. Ça, c'est un vrai travail que d'apprendre à redevenir un sujet. Un sujet qui a des désirs, qui a des projets, des envies, et qui va justement agir dans une direction qui a du sens, dans la direction de ses valeurs et de ses désirs, finalement. L'enjeu, c'est d'apprendre justement à retrouver le contact avec ses vraies valeurs, et d'apprendre à être le sujet de la conversation, quoi. Plutôt que d'exister à travers le persécuteur. Excusez-moi, c'est Oui. que là, tout ce que vous dites, encore faut-il en être conscient. C'est-à-dire, vous voulez développer? Ah, des valeurs, par exemple? Oui, enfin, comme vous dites, de sortir, le fait d'être objet, de redevenir sujet, encore faut-il. Si on a été enfant en plus victime et qu'on a connu que ce modèle-là, Oui. et que du coup, ça devient la normalité, Oui. entre guillemets. Donc, comment on est à un moment donné de dire, oui, alors à ce moment-là, je vais reprendre, possession de ma vie, comme vous dites, pour redevenir sujet. Faut-il être conscient qu'on est objet. Exactement. Et effectivement, ça fait partie de ce que j'ai retiré de mes diapos parce que c'était trop long. Mais ce que je dis, c'est que la phase où on s'identifie au statut de victime, elle est nécessaire, elle est indispensable. On a besoin de passer par une phase où on reconnaît ce qu'on a vécu, on prend la mesure de l'horreur de la situation, c'est-à-dire à quel point on a été maltraité, à quel point on porte des séquelles, à quel point on a été meurtri, à quel point on est traumatisé et blessé, et à quel point ça nous impacte dans notre vie. C'est une phase absolument nécessaire pour justement sortir de la relation d'objet. C'est quand on est un sujet, déjà, qu'on commence à reconnaître, ok, j'ai des émotions, j'ai des besoins, j'ai des limites, et elles ont été profanées, elles ont été bafouées, parce qu'elles existent, du coup. C'est commencer à exister en tant que sujet, que de prendre conscience qu'on a subi des violences, et que c'était pas normal, justement. Même si sur le moment, on se rendait pas forcément compte. La plupart du temps... On peut être dans le déni, on peut être... Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que souvent, c'est beaucoup plus simple à travers un processus thérapeutique. Parce que finalement, on va pouvoir bénéficier du point de vue extérieur du thérapeute, qui lui a des repères cliniquement justifiés, etc. Et il va nous aider à mettre des mots. Moi, ça m'est arrivé avec, je dirais, facilement 25-30% des victimes de viol que j'ai accompagnées. C'est moi qui ai mis le mot viol dessus. Elle n'avait pas forcément conscience que c'était un viol, que c'était une transgression, etc. Et finalement, le jour où elles prennent conscience, ça peut être vachement bouleversant, parce que ça a du sens pour elles, ça prend sens. Et finalement, elles comprennent ce qu'elles ont vécu, et quand elles commencent à comprendre, elles peuvent continuer à cheminer, en fait, et avancer. Elles sont plus dans la sidération et dans l'introjection de « Ah, bah c'est normal, je suis un objet », et à reproduire la situation avec d'autres personnes. Il y a un concept que j'ai découvert il y a 1 an, que je trouve vachement intéressant, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, en gros, c'est l'inverse de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est être centré sur soi, penser essentiellement à soi. L'égoïsme, c'est la peur maladive d'être égoïste, ou d'être perçu comme égoïste par les autres. Ce qui fait que les gens égoïstes, qui représentent une partie non négligeable des patients en psychiatrie, au passage, c'est des gens qui vont avoir tendance à se sacrifier pour les autres, à s'oublier, à négliger leurs besoins pour prendre soin des autres. Et du coup, le risque, c'est de s'épuiser, de finir en burn-out, de finir en épuisement, de finir en dépression, parce que justement, quand on est égoïste, on ne s'écoute pas. On ne prend pas soin de ses besoins parce qu'on veut trop prendre soin des autres et faire la maman avec tout le monde, etc. Et souvent, ça finit en épuisement, quoi. Parce que si on prend soin de tout le monde et que personne ne prend soin de nous, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus, quoi. Et donc l'enjeu, c'est de développer, pour sortir de ça, une forme d'estime de soi qui est j'ai le droit de penser à moi, et mes besoins sont plus importants que tes désirs. C'est pas parce que tu veux un truc que je vais te dire oui, parce que j'ai le droit de dire non si j'ai plus à te donner, en fait. Ce que j'ai à donner, c'est limité, et quand j'ai plus à donner, je peux dire non, en fait. Parce que sinon, je me sacrifie, je m'oublie, et si je m'oublie, je tire sur la corde, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie, quoi. Donc, s'autoriser à penser à soi, c'est développer une forme d'égoïsme altruiste, c'est-à-dire je pense à moi et aux autres en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.
Et souvent, on peut considérer que c'est ça la maturité psychologique dans les relations humaines, c'est la capacité à faire coïncider l'intérêt personnel et l'intérêt collectif, finalement, de pouvoir coopérer, en fait, de façon gagnant-gagnant, on va dire. Voilà. Et dernier concept sur l'engagement, c'est justement l'idée, c'est que les autres apprennent de nous par l'observation de qui on est. Si vous voulez transmettre des valeurs aux autres, ça sert à rien de leur dire « sois gentil, sois machin, respecte-toi, fais-toi respecter ». Si vous voulez transmettre, il va falloir incarner le truc vous-même. Il n'y a rien de plus efficace pour enseigner que d'incarner le process. Et donc, si vous voulez avoir des enfants, par exemple, qui se respectent, qui se font respecter, etc., bah, plutôt que de leur dire qu'il faut se respecter, incarnez-le, respectez-vous, faites-vous respecter, et mécaniquement, les enfants apprendront en vous observant faire, quoi. Et donc, l'enjeu, c'est ça, c'est un engagement, en fait. C'est se choisir, c'est se tenir la main et ne pas se lâcher la main, comme on tiendrait l'enfant intérieur. L'enjeu, c'est d'apprendre à, justement, s'écouter et se respecter pour, justement, propager des valeurs autour du respect de soi, finalement. C'est un engagement un peu comme un mariage, quoi. C'est je suis là pour moi-même, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Juste, j'en profite pour placer Oui. sur l'histoire de l'imitation. C'est très très important sur la question du numérique. En Oui. fait, c'est nous adultes qui avons un gros problème avec les objets numériques. Oui. Et c'est transmis. Donc, si on veut que C'est clair. nos enfants se déconnectent, il faut Oui. que nous-mêmes on Exactement. soit... C'est un truc auquel je pense beaucoup avec ma fille qui a 9 mois. Et je vois bien à quel point les écrans sont faits pour attirer l'attention des cerveaux humains. On n'est pas fait pour se protéger, on ne peut pas se protéger de ces trucs-là. Moi-même, j'ai mis des restrictions sur mon téléphone parce que sinon, je passe trop de temps dessus. Et du coup, je vois bien à quel point, si jamais je regarde un SMS, ma fille tout de suite est attirée vers l'écran, en fait. Et du coup, ça va être important d'avoir des temps sans écran, des temps où on est dans la relation, où on lit des bouquins, où on va dans la Très forêt. important. Parce que sinon, on finit effectivement tous aliénés, plus ou moins, quoi. Comme il y a un film comme ça, c'est Indestructible 2, où le méchant il s'appelle Screenslaver. Donc l'écran qui rend les gens en esclavage, finalement. Sur justement comment les écrans pourrissent la vie des familles, finalement. Bon, pour finir, du coup, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas Macron, c'est pas un héros, c'est pas une grande figure politique qui va désamorcer la violence dans la société. C'est pas une réforme qui va changer le monde, en fait. Ce qui va avoir le plus d'impact dans le monde, c'est les actions au quotidien à notre portée, à notre échelle, finalement. Il y a une citation de Gandalf que j'aime beaucoup. Et lui, ce qu'il dit, c'est que certains pensent que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais c'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Et je trouve ça vachement puissant pour comprendre que pour désamorcer la violence, ça implique de manifester des valeurs de la non-violence, dont j'ai parlé, écoute, responsabilité, engagement. Mais par des petits actes quotidiens, de prendre soin, ça crée une culture du care, une culture de prendre soin qui, en fait, est le plus puissant remède contre justement la violence invisible. De créer une culture où implicitement on prend soin les uns des autres, finalement, par des petits gestes, quoi. Voilà. Donc si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on revienne sur des diapos précédentes, je suis là pour vous. Donc je vous écoute. Super, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous me voyez toujours, ce qui fait un peu son? Alors, est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient pas claires? Oui. Le validisme, je sais pas. Le Validisme. validisme. Ouais. Le validisme, c'est le fait de discriminer des personnes handicapées en situation de handicap et de considérer que les gens valides sont supérieurs aux personnes qui ont un handicap. C'est un peu ce que faisaient les nazis, par exemple. Ils considéraient que les handicapés, ils étaient inférieurs, il fallait les tuer. Ils ont même fait un plan, c'est je sais plus combien de milliers de morts. Ouais, non, mais c'est ça. Et alors, sans aller jusqu'au nazisme, qui a fait le point Godwin, de façon générale, le validisme, c'est le fait de créer un monde par et pour les personnes valides, et du coup, on fait comme si les personnes handicapées n'existaient pas, qu'elles étaient juste là pour... Enfin, c'était leur problème, si elles avaient un handicap, c'était pas à nous de nous adapter à elles, c'est à elles de s'adapter à la société. Ce qui, du coup, contribue à une forme de violence. Typiquement, l'autre jour, j'avais une poussette. Je promenais ma fille avec ma poussette, et je me suis rendu compte à quel point le trottoir était pas du tout adapté pour un fauteuil roulant. Je me suis dit, mais en fait, là, si j'avais un fauteuil, je serais vraiment dans la galère parce qu'il faut que j'aille sur la route plein de fois, tout le temps, parce que du coup, il y a des poteaux qui sont en plein milieu du trottoir, et en fait, on peut pas circuler avec un fauteuil. Même avec la poussette, il fallait aller sur la route, il y a les voitures, etc. Ça, c'est typiquement du validisme. C'est créer une société où on fait comme si les handicapés n'existaient pas. Donc, c'est pas important d'être
comment on appelle ça, les habitats qui sont aux normes, là, ADMR, voilà. Enfin, en gros, l'idée, c'est de penser les logements, les lieux publics, pour toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Typiquement, voilà, à la mairie, chez mes parents, maintenant, il y a une rampe où on peut circuler, parce que justement, sinon, en fait, quand on a un fauteuil, on peut pas y aller, quoi. Et donc, il y a les handicaps visibles, le fauteuil roulant, les mobilités réduites, mais il y a des handicaps invisibles aussi. Typiquement, les personnes autistes, elles ont tendance à être vite saturées au niveau sensoriel, s'il y a trop de bruit, trop de lumière, etc. Et du coup, pour essayer d'être un peu plus inclusif, il y a des magasins qui vont créer des plages horaires où il y a moins de lumière, pas de musique, pour que ce soit beaucoup moins envahissant, pour que les personnes autistes puissent aller faire leurs courses sans être épuisées et devoir dormir pendant 5 heures après. Voilà. C'est pas très répandu quand même. Non, c'est assez rare. J'ai jamais entendu ça. Enfin, j'ai jamais fait l'expérience de ça. Ah, ouais. J'entends le bruit, tout ça. Ouais, moi j'ai un casque anti-bruit souvent dans les magasins. Ça arrête du bruit, sinon effectivement c'est... Effectivement, j'en ai beaucoup discuté avec certains patients parce qu'il se trouve que maintenant je travaille en libéral et que les instituteurs en primaire, c'est les patients que j'ai le plus en fait. De très loin. Je pense que 10% de mes patients, c'est des profs en fait. Et des fonctionnaires de la fonction publique. C'est révélateur, je trouve. Mais c'est ça, en fait, j'y ai beaucoup réfléchi, j'en ai beaucoup discuté à comment ça se fait que ce soit aussi compliqué en ce moment. En fait, je crois que c'est une stratégie de l'État pour fermer les IME, qui coûtent beaucoup plus cher, parce que du coup, il faut payer des assistants sociaux, des psychologues, des éducateurs, des psychologues, et du coup, plutôt que de payer des soignants formés et compétents pour accompagner ces personnes-là, on essaie de promettre aux parents monts et merveilles en disant voilà, il va être à l'école en milieu ordinaire, il va avoir un travail, il va avoir une vie. Sauf que dans la réalité, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'AESH suffisante, il n'y a pas les profs formés pour ça. Non mais ouais, il y en a une pour 5 enfants, voilà. Et du coup, la réalité est très différente des promesses de l'État, qui sont des problèmes mensongères, électoralistes. Et du coup, ça fait qu'on sacrifie les enfants à besoins particuliers, les autres enfants, les profs, parce que du coup, en fait, c'est pas adapté à leurs besoins, quoi. Et on arrive à médicamenter les enfants pour qu'ils soient scolarisés dans un milieu ordinaire. Ouais. J'ai appris qu'il y a des enfants qui ont moins de 6 ans qui ont des traitements parfois. Et oui, c'est ça. Et donc la Ritaline, entre autres. Ouais. Et puis pour des enfants qui, bien accompagnés dans le milieu spécialisé, n'auraient pas besoin de ce traitement. Oui, c'est sûr. Et donc effectivement, ça revient à fermer les IME pour... Mais on est typiquement dans une forme de violence invisible, je dirais, puisque c'est des conditions de travail qui sont liées à des décisions politiques. Décisions politiques dont on sait qu'elles vont avoir des effets délétères, finalement. Et la contention qu'on utilise chez les enfants TSA quand ils sont en crise, parce que dans le milieu du groupe, eh bien, ils n'arrivent pas à exister. Et on les contentionne, enfin voilà, ils sont... Oui. C'est aussi de la violence. Bien sûr. Et on n'en parle pas. C'est banalisé. J'ai l'impression qu'on en parle un peu parce que quand même les profs vont de plus en plus mal, c'est quand même assez terrible l'état de l'éducation nationale en ce moment. Ça devrait finir par changer parce que finalement à force que tous les profs finissent en burn-out, en dépression, etc., on va commencer peut-être par se réveiller, j'espère. Il va falloir qu'on s'interroge effectivement à quelle société on veut construire parce que les enfants c'est un peu l'avenir, donc si on sacrifie les enfants, en fait on sacrifie l'avenir, quoi. Est-ce qu'il y a des idées, vous voulez qu'on revienne dessus ou est-ce que c'est bon pour vous? Ah oui, la justice restauratrice. Est-ce que vous avez vu le film Je verrai toujours vos visages? Eh ben regardez-le. Le film c'est Je verrai toujours vos visages. Je verrai toujours vos visages. Il est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est un excellent film sur Justice restauratrice qui explique merveilleusement bien. Les acteurs sont géniaux pour voir comment ça fonctionne et avoir un peu un bout de truc. Il n'y a rien à voir avec quelque chose qui peut être recevable en justice, qui peut être en travail avant, qui peut être recevable. Alors, malheureusement, il paraît qu'en ce moment la justice utilise ça pour... En fait, c'est souvent des bénévoles qui font ça, et du coup, la justice essaye d'intégrer ce truc-là, mais de façon pas forcément très saine. C'est-à-dire pour déléguer, pour pas avoir à investir de l'argent dans les soignants. Enfin, mais oui, ça pourrait... Enfin, il y a des pays, comme au Canada ou autres, où finalement c'est beaucoup plus intégré et beaucoup plus investi, parce que ça permet... En fait, je crois que quand il y a des procédures judiciaires qui ont lieu, les victimes ont l'impression que justice a été rendue que dans 15% des cas, ou même pas, en justice classique. Alors qu'en justice restauratrice, c'est 80% des cas où les victimes sont satisfaites du processus. Mais parce qu'on les prend en compte de façon beaucoup plus compétente sur le plan émotionnel. Dans la justice pénale, c'est souvent très violent, très tranchant, c'est très froid. Et en plus, les comptes rendus sont chiants comme la pluie. Je sais pas si vous en avez déjà lu, mais
c'est que du jargon, etc., des trucs un peu déconnectés de la réalité. Alors que dans la justice restauratrice, c'est de l'humain. C'est quelque chose de très horizontal, avec des bénévoles et des gens qui sont là pour se comprendre et se rencontrer. Et du coup, une victime va pouvoir raconter ce qu'elle a vécu et être accueillie. L'auteur ou des auteurs d'infractions similaires vont être dans la pièce et vont écouter et vont se taire et laisser de l'espace pour justement se connecter émotionnellement. Et ça, c'est hyper fort. C'est ça. Mais c'est un truc sur la base du volontariat. Les victimes sont consentantes et les auteurs aussi, finalement. Mais il y a des bénévoles qui encadrent. Plus de victimes que d'auteurs. Non. Qui Non, bah non. Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup du cheminement. C'est sur la base du volontariat. C'est pour les autres, ils en parlent dans le film, hein, des enjeux, etc. Mais il n'y a pas de remise de peine, il y a ça, mais ça peut quand même faire partie d'un cheminement en tant qu'auteur pour évoluer. Et pour les victimes, ça peut être vachement fort aussi. Il me semble, tu sais, qu'ils l'ont fait pour, je suis plus sûre de moi, hein, mais qu'ils l'ont fait au Pays Basque avec le théâtre. C'est qu'après des rencontres entre terroristes et victimes, c'est pour restaurer en fait des liens dans la société, quoi. Ouais. C'est un truc qui se diffuse un peu parce que c'est quand même... Oui, ça s'est fait en Afrique du Sud aussi parce qu'il fallait continuer à vivre après. Ces histoires de réconciliation, enfin, on essaie quand même de vivre, de continuer à vivre ensemble. Des enfants qui sont victimes de violences sexuelles et que nous, travailleurs sociaux, on est là, on sait sans savoir parce que y a des comportements, il y a des choses qui viennent dire ou après, puis à bout d'un moment, eux disent. Et combien d'affaires se terminent en non-lieu, c'est pareil. Parce que s'il n'y a pas juste la preuve physique et que bien souvent la parole s'est oubliée des années après. Alors, effectivement, c'est là où il y a quelque chose d'important et de très sous-estimé, je crois, dans la justice classique, c'est l'importance de voir les auteurs comme des humains aussi. Puisque finalement, le problème de la justice pénale basée sur la punition, c'est que ça incite les auteurs à mentir, à dissimuler les faits, parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont faire 20 ans de prison s'ils admettent. Et du coup, ils mentent tous, quasiment tous, parce qu'ils ne peuvent pas faire 20 ans de prison. Et en justice restauratrice, le but, c'est pas d'être dans la punition, mais c'est d'être dans la réparation, de restaurer le lien, de restaurer la capacité de la victime à être heureuse et à être épanouie dans sa vie, etc. Et du coup, on n'est pas là pour punir, on est là pour prendre soin de la victime, des parties, quoi. Et du coup, effectivement, je crois que si on veut un monde où les auteurs de violence, les pédocriminels, les pères incesteurs, etc., arrêtent de nier, de mentir et de dissimuler, on va devoir apprendre à créer un monde où ces gens-là sont vus comme des humains et où du coup on va leur trouver une place dans la société. Parce que souvent la place qu'on leur donne c'est la place du monstre qu'on veut pas voir, où on veut juste les castrer, les tuer, les foutre en prison. Et du coup eux ne sont pas consentants pour ça, ils ne sont pas d'accord pour être traités comme ça. Et du coup ils vont mentir pour échapper à la sanction. Parce que la sanction est excessive par rapport à ce qu'ils sont d'accord d'accepter, on va dire. Mais je crois qu'on n'est pas prêt encore à voir les auteurs comme des humains. On en est encore au stade où déjà on prend soin des victimes de façon un peu moins mauvaise, parce que déjà il y a du boulot sur la victimologie. Parce que ce que j'entends de certains patients, des fois c'est assez ahurissant. J'ai même pas trop envie de vous en parler tellement c'est choquant. Mais ce que disent les flics parfois pendant les dépôts de plainte, etc., ça dépasse l'imagination en termes de violence en fait. Où ils cherchent à tester, voir si elle n'est pas en train de mentir, elle n'est pas en train d'affabuler, et du coup ils vont essayer de titiller, etc. Sans parler des médecins légistes qui vont du coup reproduire les gestes traumatisants du viol pour essayer de voir comment réagit la victime. C'est des comportements qui sont inadmissibles, mais qui sont bien intentionnés. C'est juste que les gens n'ont pas conscience d'à quel point ce qu'ils font est destructeur, en fait. On a du boulot déjà dans la formation des soignants, des professionnels de santé. Et si déjà on apprend à mieux prendre soin des victimes, après on s'occupera des auteurs un peu mieux. Mais ça se fait à l'échelle de plusieurs générations. Ouais. Oui. C'est pour ça que je dis c'est important de se focus sur son échelle déjà. L'échelle humaine, là au moins on a du pouvoir, sinon on est juste paralysé et impuissant. Et c'est... Voilà quoi. Avec plaisir.